Été 72. Comme chaque année, mes parents nous emmènent, mes deux sœurs, mon frère et moi, à l'aventure sur les routes d'Europe. L'occasion pour mon père de reconvertir sa fourgonnette utilitaire en camping-car de fortune. Je marche à peine, mais il m'inocule sans le savoir le virus de l'échappée belle. Restent ces films Super 8 tournés par mon père, ces palliatifs à ma mémoire qui m'ont permis d'entretenir mes sensations de baroudeur en herbe. Toutes ces images de cinéastes amateurs résonnent encore en moi, comme l'élément déclencheur de mes pérégrinations passées et à venir. « 35 ans ont passé, le virus est resté. En 1997, je découvre la Patagonie à l'occasion d'un tour du monde. Je peux alors mettre des images réelles sur mes lectures adolescentes. Coloane, Sepúlveda et Chatwin m'avaient déjà laissé entrevoir ce qui fait de la Patagonie un mythe. Un territoire immense et vanté, coincé entre les océans Pacifique et Atlantique. Mais le séjour est trop court, frustrant. La magie du lieu m'échappe alors qu'elle est à portée de main. Depuis, l'idée de revenir seul sur ces terres virait à l'obsession. Fin 2006, après 2 ans de préparation, j'ouvre une parenthèse dans ma vie. Je quitte Paris, mon travail et ma compagne pour 6 mois de solitude au guidon de Paloma, la moto qui va m'accompagner durant les prochains 20 000 km de route, pistes et canaux. Parti de Santiago, je mets le cap au sud, en direction de la Terre de Feu et du Cap Horn. Et je retrouve le plaisir étrange des frissons liés au départ, mélange d'excitation intense et de crainte de l'inconnu. Au fil des tours de roue et des kilomètres, je pense aux gens que j'ai décidé de rencontrer, aux futurs personnages de ce film. Ceux qui sont venus de loin pour vivre ici, qu'ils soient colons du début du siècle ou nomades contemporains. Plus de 4000 km au compteur, et la piste a remplacé la route asphaltée depuis longtemps. Les rencontres se font rares. Je perds peu à peu la notion du temps et de l'espace. À présent, les deux me paraissent infinis. Regarde le chien. Hubert a 60 ans. Il y a 2 ans, il décide de quitter New York, où il vivait, pour s'offrir 10 années de route. Les nôtres se croisent sur la Carretera Austral, au Chili. Cet éternel voyageur me parle de ses 3 filles, devenues adultes, et qui suivent à distance les aventures de ce paternel hors norme. Hubert prend pour moi des allures de père spirituel, malgré son analyse très personnelle des transmissions filiales. Les parents, ils sont là pour te faire chier, donc t'as qu'une envie, c'est de partir. C'est pas... Tout petit, ça m'a pris. J'avais 7 ans. J'ai eu la chance de voyager très jeune, par moi-même. J'avais 16 ans quand je suis parti la première fois, 17 ans, pardon. Et j'ai fait le tour d'Israël à Dodan. J'ai loué un âne là-bas et j'ai fait le tour comme ça. Et donc puis pour moi, c'était formidable. C'est la première fois que je voyageais sans la famille, sans les parents, sans tout ça. Et puis j'ai fait
plein de voyages, mais qui étaient plus des voyages de vacances ensuite, parce que ensuite j'ai eu des enfants, j'ai 3 filles, donc il faut les élever, il faut travailler, donc on part plus pour 4 mois. C'est très simple, j'étais pas fait pour travailler, j'étais fait pour rouler. Tu sais comme on dit, il a réussi. Bon, moi j'ai jamais réussi, financièrement j'ai jamais réussi. J'ai vécu dans les dettes toute ma vie. J'ai appelé ça 10 ans sur la route parce que financièrement c'est à peu près l'argent que j'ai. Donc au bout de 10 ans j'aurai plus d'argent. Donc dans 10 ans, ben, je retravaillerai, c'est tout. Socialement je suis un peu la cloche dans l'esprit des gens quand tu leur dis tu dors dehors avec ta toile plastique et ton sac de couchage. Mais pour moi c'est le contraire, tu vois. Pour moi c'est une liberté extrême de pouvoir faire ça, de dormir dehors. Et puis j'ai la trouille, hein, parce que des fois tu as des bestioles, tu as des trucs. J'ai été obligé de prendre certains risques. Hein. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le choix, on s'expose d'une façon ou de l'autre. Oui, et puis on est très vulnérable. Tu peux jamais savoir quelle est la limite. La limite, c'est quand tu te fais mal un peu, que tu commences à savoir, mais tu t'es déjà fait mal. Donc, mais je sais pas, moi, comment on fait. Alors donc t'essayes. Si t'essayes pas, t'es qu'un trouillard. Donc il faut y aller la trouille au ventre. Si tu veux pas sortir des sentiers battus, tu fais du grand tourisme, autant y aller en autocar. Ce qui est pas péjoratif, mais presque. Non, je dis ça parce qu'il y a des gens qui voyagent en bus et je trouve ça très bien. Mais ce que j'admire le plus, moi, ce sont les gens qui voyagent ici en Patagonie en bicyclette. Non, je leur tire mon chapeau. Et on les voit partout. Hein. Dans les plus mauvaises routes, ils y sont, en bicyclette. On a vu ce matin, ce matin, un couple avec 2 petits-enfants de 3 et 5 ans. C'est fabuleux. Il y a des gens qui réfléchissent, quoi. Il y a des gens qui font les choses bien. Eh oui, oui. Et les gamins, ils ont du pot, quoi. Ils sont tombés dans une bonne famille. Moi, je suis pas un aventurier, je suis un voyageur. Un aventurier, c'est Magellan, si tu veux. Ça, c'était des vrais aventuriers. Ils sont venus ici en Patagonie, ils ont découvert et cherché un passage pour aller de l'Atlantique au Pacifique. Ils partaient sans information. Et quand ils partaient, ils étaient coupés du monde. Il n'y avait plus de communication, plus d'information, ils étaient seuls. T'étais là avec tes trucs, t'as un problème, il n'y a rien, personne qui viendra t'aider. Donc ça c'était des aventuriers. Tu vois, moi ce qui me touche, c'est quand tu es sur une route, sur 250 km, tu as la route à 40, mais la grande différence, c'est qu'il n'y a pas de barrière sur les côtés. Il y a du mouton, comme partout dans Patagonie, mais là, il n'y a pas de barrière, c'est entièrement ouvert. Et alors, tu ne roules plus sur des routes, tu roules sur des collines, tu roules sur des montagnes. Tu es seul au monde, tu vois, et tu rencontres personne. En fait, on n'est jamais seul. Parce que quand on s'arrête, surtout avec un sidecar comme ça, les gens viennent à toi très facilement. Si on voyage à 2, on s'arrête, on se parle. Pour que les gens viennent nous voir, il faut qu'ils pénètrent notre cercle. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc, voyager seul, tu es seul si tu as envie d'être seul. Je me sédentarise peu à peu dans une solitude douillette. Je me parle à voix haute et deviens une sorte d'ours schizophrène qui fait les questions, les réponses et se fait rire tout seul. Après toutes ces années de vie parisienne où j'ai dû composer un personnage socialement fréquentable, dans un univers de promiscuité et de pollution sonore, tant d'espace, de silence et de liberté me rendent euphorique et m'enivrent. Aujourd'hui, la Patagonie reste un territoire sauvage, au climat imprévisible et rude, qui attire encore et toujours les voyageurs au long cours du monde entier. Ils sont là pour plusieurs mois et sillonnent ce territoire à pied, à vélo, en bateau ou à moto. Parfois, leur route croise celle d'un autochtone qui porte le même nom qu'eux et qui leur raconte l'histoire de ce grand-père venu de très loin, chercher l'aventure et la bonne fortune en Patagonie 80 ans auparavant. Ces aventuriers du début du siècle étaient des colons, chercheurs d'or, parfois en fuite d'un pays qui les rejetait. Quelle force les a poussés à tout quitter et qu'ont-ils trouvé dans ce Far West austral ?
Tome nota, por favor, cambio. Quisiera que me compre. Don Eduardo est arrivé dans la région en 1948. À l'époque, l'État chilien attribuait gratuitement des territoires aux colons, désireux de participer au développement du pays par l'occupation du territoire. Il a fait de sa vie une aventure, alors que de mon côté, je ne dispose que de 6 petits mois. Je m'appelle Édouard Simon, je suis français, et nous sommes sur ma propriété qui s'appelle le Fundo Cacique Blanco à Lago Verde dans la province et la région d'Aysén. Cette propriété était en vente, il n'y avait rien. Et le défi m'a plu. Je voulais créer quelque chose de toute pièce. Ça m'a plu et je me suis installé ici. Pour tout vous dire, la route est arrivée ici à Lago Verde en 1996. Et le premier voyage, j'ai mis 13 jours à arriver jusqu'ici. Alors parfois on arrivait au bord de rivière, et puis la rivière était en crue, impossible de passer. Il fallait attendre 6, 8, 10 jours pour pouvoir passer. On ne pouvait pas emmener tous les chevaux en laisse. Alors des chevaux qui étaient chargés de sel ou de sucre qui passaient dans la rivière à la neige, de l'autre côté, il n'y avait plus de charge. Dès que vous arrivez ici dans le secteur, tout avait flambé en 1944. Il y avait des troncs d'arbres brûlés dans tous les sens. Ils commençaient à tomber, mais ils étaient presque tous encore debout. Comme il n'y avait pas de route, il fallait un produit qui puisse sortir par ses propres moyens, c'est-à-dire du bétail. Pour avoir du bétail, il fallait de l'herbe. Donc le seul moyen de pouvoir produire quelque chose dans les terrains qu'on vous donnait, c'était le feu. Et c'est comme ça qu'on a formé toute la région pratiquement. Les gens vivaient dans des huttes, surtout, avec sol en terre battue et un âtre au milieu de la chambrée. C'était vraiment un peu ce qu'on trouvait en France et en Europe du temps du Grand Charlemagne. Les gens se promenaient avec le revolver dans la ceinture et puis le machette, ou un grand couteau derrière. Pendant les fêtes, quand les gens commencent à boire, on ne sait jamais exactement comment ça va se terminer. Et alors, il y avait également des bagarres et des conflits pour le terrain. En principe, on arrivait, on trouvait la limite que prétendait le dernier colon qui s'était installé, et puis on s'installait de l'autre côté. Et on donnait à son tour une limite à celui qui suivait. Le pouvoir public était représenté par un poste de carabinier où il y avait 3 carabiniers. Et puis, c'est tout ce qu'il y avait comme organisation. Il y avait une centaine d'habitants entre tous les âges. Et la première chose qu'on a fait, c'était faire une collecte entre nous pour construire une école et obtenir un professeur, un instituteur. Il y avait en première année les gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Ça allait depuis 6 ans jusqu'à 17 ans. Tout ça, ça a changé complètement en 50 ans. On est passé du cheval à l'avion, pratiquement. On a fait un véritable pont aérien dans toute la région, avec des magasins d'État pour ravitailler les gens. Et ça servait aussi évidemment à faire des évacuations sanitaires, pour emmener les médecins qui faisaient tourner dans la région. Tout se faisait par avion. Ce sont tout de même de grands espaces. On a un peu de place. Il faut aller pratiquement tous les mois à Coyhaique pour la sécurité sociale, pour les impôts et pour toutes les démarches qu'il faut faire. Alors ça fait tout de même 400 km par piste. On est arrivé à la modernisation, à la partie technique et également à la bureaucratie qui manque un peu de charme. Enfin, ça fait partie du développement aussi. Exactement. Par rapport à l'activité de votre famille, est-ce que vous avez choisi vous, ça a posé des problèmes? Pas du tout. Ils n'ont
considéré un peu comme un original. De temps en temps, j'ai des visites familiales qui viennent. Ils s'extasient sur le paysage parce qu'ils viennent en été. Mais ils ne connaissent pas les problèmes qu'on a eus ici. J'avoue qu'après la guerre, je n'ai pas pu m'habituer à la vie civile. Et j'ai trouvé ici une vie d'aventure qui m'a plu. Mais il fallait y aller, c'était pas facile. Aujourd'hui, quand on raconte ça, les gens ont tendance à dire ou bien ils nous racontent des histoires, ou bien il est fou. Mais ça a été fait. L'espace d'une vie, quoi. Rencontrer et filmer ces personnages au destin parfois romanesque, c'est me confronter à l'origine de ma propre présence ici. Je sais que l'ailleurs est un fantasme et que le réaliser peut brûler les ailes. Mais il peut aussi ouvrir, en grand, des portes jusque-là seulement entrebâillées. ¿Están aquí todos los días? Más o menos. Más o menos. Las personas que viven acá están un poco aisladas, ¿no? Sí. A causa del río y... Lo único que la balsa, ¿no? que lo tiene acceso para el pueblo. Y nada más. Pero la balsa funciona bien, ¿no? No, sí, excelente la balsa. Y es un momento para descansar y... Claro, para dejarse un descanso, un respiro. Está buena, sí, está buena. Sí. Seul le vent m'accompagne depuis des heures. La sensation de totale liberté se développe en moi et s'affirme au fil du temps et du parcours. Dans une ligne droite de 50 km, j'aperçois de loin Thomas, en panne avec sa moto en contrebas de la piste. Il a le bras levé et besoin d'aide. Thomas est de ceux qui ne vivent que pour voyager et atteindre, entre autres, le mythe Patagon.
pinchada hacia, no sé, hacia esta esquina. Y como yo dije, es como la 37 veces que se pasó pinchadas para mí por varias razones. Mala suerte, principalmente. Voy a ayudarte, ¿no? Sí, claro, no puedo. Es pegada hace 20 años posible. Hay varios problemas, pero ya 30.000 kilómetros, casi ayer fueron 30.000 kilómetros. Y posible está bien por otro 30, hasta Venezuela de nuevo. Voy a regresar por la costa atlántica. Yo soy de Canadá, por la costa Pacífico, cerca de Vancouver, Victoria se llama esta. Y me comienzo este viaje en 2001, noviembre de 2001, sí, con un bus hasta Arizona, Tucson, Arizona, cerca de la frontera de México, y comienzo en bicicleta, como México y Centroamérica, hasta Colombia en bicicleta, sobre 6-7 meses. Y trabajé en Colombia, no hay más dinero en Colombia, trabajé 2 años y medio para ahorrar dinero y me cambiar por una moto. J'ai la sensation étrange de m'être perdu depuis 4 jours sur une piste sans fin. Mes réserves d'essence et de nourriture sont presque épuisées. Le nœud qui se forme sournoisement dans mon estomac me fait sourire malgré tout. Même si je contrôle aujourd'hui ce sentiment, je cultive la crainte de l'isolement total depuis l'enfance. Un village oasis fait son apparition tel un mirage et me tire de ma rêverie. Ici, au milieu de la pampa argentine, je perds encore un peu plus mes repères. Les poubelles ont des visages, les habitants, peu bavards, gardent leurs secrets. Logiquement, Paloma fait de l'endroit son triangle des Bermudes et tombe en panne. La pompe à essence ne veut plus pomper, je dois la faire changer. Pendant que mon ami mécano du jour entreprend ma monture, je continue à imaginer 1000 histoires autour de celui que j'appelle désormais l'homme à la 2 chevaux. Allô? Barbara marche sur la carretera australe depuis des mois, sans planifier de date de retour dans son pays, dans sa vie d'avant. Le jour de notre rencontre, je n'ai que 2 heures pour la filmer à la nuit tombante, sur la place de Villa O'Higgins, le village qui marque la fin de la piste en direction du Grand Sud. J'avais envie de faire une longue marche, et donc en préparant ce voyage ici au Chili, j'ai vu que je pouvais le faire sur la carretera australe. Quand on marche, on est dans la lenteur, on avance lentement. Vraiment au début, j'avais l'impression de marcher à pas de fourmi, c'était vraiment très très fastidieux et très lent. L'idée du voyage, c'est de partir d'un point qui était au départ Santiago, et puis descendre tout en bas jusqu'à Ushuaia, et puis plus bas encore Puerto Williams, qui est la dernière ville au Chili. Et ça, c'était le fantasme de base du voyage. Je me disais, ok, je m'en vais, je vais jusqu'au bout du monde, et ça, c'est sympa. Et cette terre de feu, j'ai vraiment envie d'y aller depuis très longtemps. J'avais lu le livre de Jean Raspail, qui se souvient des hommes, et donc ça donne envie d'y aller, ça c'est sûr. Donc je suis partie sur cette idée-là. Je voyage maintenant parce qu'en Belgique, il s'est passé toute une série d'événements qui m'ont fait comprendre que, ok, il n'y a plus grand-chose pour moi en Belgique, il fallait que je m'en aille. Et
que je fasse ce voyage. Et donc j'ai quitté mon appartement un peu forcé, j'ai quitté mon boulot, ça c'était par choix, et j'ai pris mon sac à dos et je suis partie. C'est vrai qu'au début, ça tourne beaucoup dans la tête là. Toutes les pensées sont très fort liées à la Belgique, à mes amis, à ma famille. Et, donc je me fais un tas de films, je me fais un tas d'histoires et je parle. Et c'est vrai que quand on est seul, on n'a pas l'occasion de communiquer avec quelqu'un, donc on parle tout seul et on parle beaucoup. Avec le temps, on arrive à penser moins ou être moins pris dans cette pensée un peu obsessionnelle comme ça qui s'arrête pas et arriver à arrêter de penser et à être dans le présent vraiment de ce qui se passe. Au début, c'est un peu difficile parce que physiquement, il faut que le corps s'adapte. Il y a les ampoules, les mal de pied, les mal aux jambes, enfin tout ça, c'est très présent pendant les 10-15 premiers jours et puis ça passe. Il y a certainement un vrai plaisir à partir seul et voir un peu ce qui va se passer pendant la journée. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'aventure. Ça mange pas de pain, c'est très simple, c'est aller d'un point à l'autre, en jouant sur le hasard comme ça. Mais c'est pas être seul, c'est être soi-même, être là. Je prends tout l'espace, j'occupe tout l'espace, je vis tout l'espace, j'ai tout pour moi. Et donc, il y a un élargissement énorme, parce que tous les instants sont à soi. Tu imaginerais t'installer ici? Je pense que ce serait vraiment super. Ouais. Se caja, a veces tengo como 30 kilos y en esas carreteras con muchos calaminas se dicen, se rompe muchas veces, pueden ver como 6 reparaciones, soporta aquí, a veces no lo soporta, esto, y por fin esta es la solución, no hay más. Me pregunto cómo haces para manejar solo con un brazo. Me dices que estás acostumbrado, pero... Sí, acostumbrado primero en la bicicleta, la tour de bicicleta, fue mi primera vez en una cosa, 2 ruedas, después mi accidente fueron en 96, una persona de moto. Es contravía porque se duermen, está en contravía en mi carril, tengo que bajar la carretera y perdió el control y chocó un árbol y mi cabeza por allá, en ese momento se rotó todos los nervios de la columna, de cuerda espinal. Y después de eso, 2001, comienzo mi primera vez en 2 ruedas de nuevo. Tengo confianza suficiente. Mi vida es viajar, hace 86 comienzo a viajar. Yo trabajé solo a ahorrar y viajar hace 20 años, solo no quiero parar mis viajes con el accidente. Hoy día la embrague es estos 3 dedos. Embrague y el freno frente y la complicada es tuve 2 minutos a aprender que manejo. Lo más difícil es salir la embrague en el mismo tiempo voltea por más fuerte. Esa es la cosa, pero ya después de 2 minutos y todas las direcciones y luces son aquí también. Me cambió las 2 cosas, el embrague y las luces en 1 hora. En 6 meses, 5 o 6 meses yo soy en Colombia de nuevo, voy a regresar a Canadá por 1 año, 2 años, ahorrar dinero de nuevo y mis padres son viejos, quiero visitar antes se cayó posible tratar como un bebé. No puedo escuchar nada. Nedelchka a quitté la Croatie dans les années 60 pour s'installer et vivre en terre de feu. Durant 3 jours, elle me concocte des petits plats et me parle sans cesse de sa Croatie natale, de ses rêves de jeunesse s'envoler. Son mari maintenant décédé, elle ne sait plus si sa place est ici avec ses enfants ou là-bas avec sa famille croate. Lava la patata. Esto se estila, sale el agua. Está molito. Esto sería lechuguita.
La gente vive aquí no demasiado nervioso ni demasiado ligero como para decir como europeos. Europeos somos gente más ambiciosa lo que vamos y cuánto vamos a hacer. ¿Me entiendes? Y aquí la gente que vive en esta tierra, que nacieron aquí, ellos no piensan tanto. Les gusta salir, les gusta bailar, les gusta cantar, juntarse con los amigos, comer y tomar vino. Sí, pero usted se siente europeana. Ahora me siento como chilena más, porque vivo muchos años más aquí, doble más años que lo que he vivido allá. Entonces yo me considero más chilena que croata. Entonces yo ahora no puedo hablar de qué está pasando allá en Croacia. Yo no puedo hablar, ni sé cómo es, ni qué es lo que hacen, ni todo. Tengo deseo de ver, visitar, pero hasta ahí no. Porque mis sobrinos, esa gente joven, ellos saben sobre mí, pero ellos no saben si soy buena, mala, cariñosa, no cariñosa. Entonces yo soy una persona, ir allá, soy una persona extranjera. Somos como pájaros que están volando y cae en cualquier parte. Y esos pájaros, ¿qué es lo que hacen? Tratar de sobrevivir, buscan comida. Y esta mantequilla que usted lo ve, viene de Alemania, Holanda. ¿Por qué no hay aquí? Sí, hay nacional, pero yo prefiero esta porque me gusta más. À l'époque où Nedelchka est arrivé en Terre de Feu, il fallait 3 mois de voyage depuis l'Europe. Un lent déplacement qui laisse le temps aux esprits rêveurs de fantasmer une vie meilleure. Era una persona, una niña de una familia, como muchas de ellas, que son muchos hermanos. Y después ya yo empecé, como era una niña mucho más introvertida, era tímida, era muy... Ese tiempo yo era diferente como ahora soy. Porque era un lugar rural donde uno no conversaba con nadie y era nacida así, como un poco tímida. Bueno, soñaba, imaginaba las cosas en mi propia cabeza. ¿Cómo podía yo de encontrar algún turista para ir con ellos de otra parte y ganar más plata y para ayudar a mi mamá? Encontré un matrimonio que era de nuestra procedencia croata, que vivía en Santiago de Chile, y lo conocí por casualidad y me invitaron a venir a Chile. ¿En qué año? 1961. Pero como era muy joven, sin experiencia, sin nada, no pensaba cosa mala, nada trágico, nada. Solo lo único que la nostalgia me crucía por la mente y dejarlo todo atrás, empezar nuevo rumbo. ¿Qué edad tenía en ese momento? Yo tenía 24 años. Ahí los segundos años yo lo encontré mi marido trabajando ahí, como ovejero, que él, como usted lo ve en la película, que anda, sube caballo y va a recorrer todo, cuida a la oveja y va siempre un movimiento. Eso era su trabajo. Entonces yo cuando llegué aquí me sorprendí un poco de encontrarme con muchos compatriotas, muchos apellidos conocidos, pero nada de lo parientesco ni nada de que me podían ayudar o que ni siquiera yo me quejaba. Esa gente ya después ese oro empezó a bajar, perderse ya como ya no había mucho oro y la gente empezaron a retirarse, empezaron a trabajar algunos ganadería, otros empezaron a trabajar de comercio. Y la vida fue muy dura, mucho problema. Entonces lo que yo soñé en Croacia, que yo me iría a otro lado para ganar un poco más plata, para ayudar a mi familia, le empecé de la vida más simple y más brutal pobreza de lo que yo podía imaginar. Yo nunca perdí nacionalidad croata porque nunca yo no me nacionalicé nunca chilena. Estoy bien acá. Pero cuando cometo una falta, decir aquí está la frontera. Cuando una persona inmigra, sale de su propio origen de nacer, es una persona de nadie. No pertenece a ningún lugar.
sino donde quiere estar. Yo no pensaba que el paraíso en la tierra está acá. Yo era yo diría, muy ambiciosa, mucha ambición. Y es que según dice la gente que lee la Biblia, que cree en Dios, justamente esa gente que son ambiciosos que Dios castiga. Quand le vent est trop fort et que je n'arrive plus à tenir la moto sur la piste, je hurle sous mon casque, d'impuissance et de peur. Un jour, une claque éolienne plus violente que toutes les autres m'envoie dans le décor. Alors que tout se joue en un dixième de seconde, ma pensée est concise, fulgurante. Je suis dans le fossé à 90 km/h, les éléments sont les plus forts, mon isolement est certain et mon existence bien fragile. Instalando el cajón para que el oro que arrastre el agua va a quedar en la reja, para que no avance el oro para abajo. Entonces, antes de sacar el oro, hay que construir represas de agua. Claro, hay que tener represa arriba. Allá arriba hay 3 represas grandes. Y de esas represas largas una, después largas la otra si necesitas otra y así. Es como usted, si no tiene el cassette, no puede grabar. Dans les montagnes de la Terre de Feu chilienne, je rencontre Georges et m'installe quelques jours chez lui. Il est d'origine allemande mais n'a jamais quitté cet endroit où il est né. Les voyages, il les imagine. L'aventure, il la vit au quotidien en cherchant de l'or. Yo empecé en 1980 a trabajar de minero. Acá yo estoy 26 años trabajando acá. Eso para que no levante las rejas para arriba. Era de Porvenir mi papá. Mi mamá de Natales. Pero mi papá es hijo de alemán. Yo soy nieto de alemán. Mi apellido es Gesell. Entonces, o sea que en este pueblo hubieron muchos alemanes, yugoslavos, austriacos, cuando vinieron al trabajo de las minas. Aquí estuvieron trabajando 800 o 1000 mineros. Hoy día vemos 5 mineros nomás. Yo veía otros mineros que bajaban del campo con oro y era mucha plata. Y entonces, conversando con ese minero, me decía que sacando oro se ganaba más que ser amesado, por eso que el hombre ya trabajaba en la mina muchos años. Voy a comer lo que yo gano, voy a comer mermelada, mantequilla, ahí tengo mantequilla, mermelada, manjar, leche, que en un puesto que donde tú trabajes no te dan esa golosina. No miras tele, y eso ya te prohíbe un poco, queda un poco aislado en un puesto. Y acá no, acá yo me siento como que estoy en la ciudad. No es tanto aislado porque son 30 kilómetros, es cerca del pueblo. Hay otras personas que tienen 200, 300 kilómetros. Yo también he estado en 250 kilómetros trabajando al mes. Poquito, ¿viste? Es una libertad. No, yo de niño yo trabajé con carreta, con bueyes. A los 10 años, 11 años trabajaba de carretero.
Yo tenía ya 17, 18 años cuando mi papá ya murió. Mi mamá igual. Entonces tuve que yo trabajar para la casa siempre, porque mi hermana era la más chica, mi hermana tenía 11, 9, 8 años tenía. Entonces, todo eso yo hice como de padre en una casa. Toma, come. Ve que es rica la fruta esa. Puta, a viajar, claro que conviene si uno que pudiera viajar, porque dice voy a ir a conocer otro país que acá conozco aquí Punta Arenas, ¿no? No alcanzo a conocer ni Puerto Montt, Osorno, ni Santiago, porque no alcanza la plata. Pero si uno tuviera la posibilidad, me toca, juego una polla gol, una cosa así, una lotería y me lo gano, me gustaría conocer y reportear todo lo que pasa en nuestros países. Ir a sacar información, qué es lo que pasa allá, qué es lo que hay acá en Chile. Véngase para Chile, acá hay trabajo aquí para ustedes. Informarle a la gente. Si hay pobreza en tu país, manda gente que venga a trabajar al oro acá. Picote y pala, que trabaje como trabajo yo. Y van a ganar plata. Ese hombre no va a ser pobre y que no tiene que comer allá y hay que andar y dormir debajo de los puentes. Si viene a trabajar acá, se hace una ruquita, un ranchito y la persona va a empezar a ganar plata al tiro. Nadie informa cómo se saca el oro. No hay una copia, algo que tú veas de esta manera hay que trabajar en el oro para... Yo voy a comprarme unas maquinitas de estas y voy a grabar todo el trabajo, el proceso, como se derrumba, se hace llegar el agua y todo, hacer el trabajo completo, tener una información completa, pero lo voy a hacer yo para mí. Todavía no la alcanzo a comprar porque no me alcanza la plata. Claro. Y después vender la caseta. Y venderla a publicidad para distribuir, decir, mire, vengan al oro y sacan ustedes 100 gramos al mes. Trabajen, hagan este trabajo, véanlo en la tele ahí. Pero si la gente está como ahí está dormida, no sabe nada que existe oro acá en Porvenir. Saben, pero creen que en el oro poquito, que sale poquito. Poquito si tú trabajas poco. Pero tú en el día, hoy trabajaste un poco, mañana otro poco, júntalo en un mes y vas a sacar oro. Si no, la gente, todos estarían trabajando aquí, de gente francesa de todos lados. Como antes los croatas, los yugoslavos vinieron mucho de la guerra, se llenó este cordón de vaqueanos de croatas. Vivieron, crecieron con la mina, crecieron su familia, los hijos después estudiaron, se fueron por otro lado, los viejitos que eran mineros murieron, no hay más mina. Nunca más trabajaron en la mina, ¿me entiendes? ¿Piensas que hay bastante oro para todo el mundo? Hay oro, todo el cordón completo. Aquí no ha salido el oro nunca, todo lo que tiene, todo donde haya la tierra, el terreno virgen. Todo ese cerro hay para lavarlo si quieren. No faltan brazos. Donde puede llegar agua al cerro, se puede trabajar bien. Pero ahora te gusta más la vida aquí en el
En el cordón que en la ciudad, ¿no? Sí, porque ahora voy a terminar ahora hasta abril y voy a descansar el invierno mirando tele en el pueblo ahí nomás. Te prendo la tele. No lo puedo olvidar. Quédate bajito. Las imágenes siguen. Para que vea la imagen. ¿Ah? ¿Enfoca o no? ¿Enfoca la tele? ¿No se ve? No, pero... ¿No vale? No. ¿No vale? No, ¿Ah? lo que es más interesante es que... para que vea que hay sí. tele, para que vea que hay tele. Ah, sí. Es importante para ti que la gente puede ver que hay ¿Qué una tele? Para que no sí. diga que es muy solitario. Va a decir, nota de pantalla nomás. ¿Ve que es importante? Porque dice, no tiene tele, se ve. ¿Sí? Y las 8 de la mañana. Mira, para nadie es bonito tampoco a una cierta edad como uno siempre quisiera tener una mujer, una compañera, porque ya te lava la ropa, ya te hace la comida mientras tú vienes del trabajo, es muy bueno eso. No, estoy contrario de eso. Pero cuando ya mujeres malas te dejan tirado, sin ser vicioso, sin ser todo borracho, sin ser fumador, mujer llega y se manda a cambiar y se va. Entonces uno piensa que todas las mujeres son iguales. Te quiero hoy, mañana no te quiero. Entonces esa cuestión no es así. Entonces a veces tú puedes tener de todo y la mujer no te acompaña. Hay mujeres que no tienen esa oportunidad, viven mal, quisieran tener una persona así y no la encuentran. Yo no ando buscando mujer por ningún lado. Llegará algún día el destino de poder tener a alguien, tengo, y si no, me quedo solo. Esto se hace porque lo estoy sacando el oro sin mercurio, oro puro. Lleva más paciencia, esto es más trabajo. Esto no lo debiera hacer yo, pero que iba a tener que gastar mercurio. No, hay 32. 32, no tengo la de 2. 33 mucho y hay 32.
yo soy la mayoría solo. 2 veces con novias, pero si no tienen la paciencia y no entienden viajar con muy poco dinero. Se quieren siempre duchar cada noche o buena comida a veces, pero yo soy siempre lo más barato porque no quiero trabajar. Y en este caso no puedes siempre trabajar, es la peor parte de vida. Tengo que tener mucha paciencia porque muchas cosas, un brazo, demoran triple tiempo que con 2 brazos. Normalmente cambiar la llanta o reparar un neumático es como 45 minutos hasta 1 hora. En este caso porque se cayó en la suave, en esta blanda grava, tienes que sacar su ayuda porque gracias a Dios tú vienes. No me gusta ayuda muchas veces porque yo soy una persona sola en muchas cosas. Y a veces con ayuda personas dañaron cosas, otra cosa más. Sí. Eso pasó. ¿Tienes 45? Sí. ¿Sí? Que tengo suerte porque yo descubrí mi pasión en mi vida. Mi pasión es viajar, conocer personas, culturas, y todo eso. Porque no hay problemas todavía acampar en carpa. Porque todavía yo tengo muchos problemas en mi cuerpo. Ya compré una buena colchoneta con aire. Antes fueron solo espuma y no puedo dormir muy bien. Normalmente tiene otra mano, yo voy a sacar mi dedo adentro y separar la cámara, pero yo puedo ver lentamente. Pero el problema, si está allá pinchada y acá si pinchas entre los 2 metales. Yo tengo que sacarlo antes. Pero sí, ya casi. No. Primero, a veces son así. Divertido porque dices que no quieres trabajar, pero estás trabajando más que... Ya, claro. Ya, eso es malo trabajo, sí, y me canso de estas cosas, seguro. No estoy cansado de estos problemas. Younger. I got my balance good anyway from trials riding. Yeah. Atención sector Rivazul, mensaje para Fernando Castillo, por favor viaja a la Casa del Pueblo a la hora del recorrido del bus de Altamirano, mañana jueves, a buscar a Jaime, firma Enrique desde Valdivia. Atención, mensaje para el sector El Límite, para Arnel Manquilef. Favor venir a pagarme la yegua. Atentamente, Toribio Baeza. Y así en Estrella del Mar estamos completando otra entrega del Mensajero del Sur. El Mensajero del Sur, el programa creado para unir y servir a toda la zona sur del país. Le long du détroit de Magellan, j'ai rendez-vous avec mes parents. Ils sont venus me rendre visite dans cette partie du monde qu'ils ne connaissent pas, où leur camping-car n'a jamais mis les roues. Je suis heureux et fier de leur faire découvrir ce qui est devenu mon univers, de les faire venir à moi, à ce qui me fait vibrer. Avec une simple camionnette, ils m'ont fait rêver toute mon enfance, et constate ici le résultat de cet apprentissage. Mon père avait perdu l'habitude de filmer ses enfants, devenus grands.
Pourtant, le temps de nos retrouvailles, il réapprend les gestes du passé, avec la vieille Belle Howell Super 8 qui dormait dans son carton depuis 30 ans. natales a Montarenas, navega latitud 53 grados 01 minutos 07 segundos sur, longitud 73 grados 38 minutos 55 segundos ouest. J'embarque avec Paloma sur le Bahia Azul, transbordeur à fond plat qui assure la liaison entre Punta Arenas et Puerto Williams, village le plus austral de la planète sur l'île Navarino. « 40 heures de navigation, 600 km de canaux et de fjords dans le Pacifique, c'est l'éloge de la lenteur. » Dans les sièges en sky de la cabine passager, on dort peu et tant mieux. Cette nuit-là, seul Carlos le pilote et moi savourons le spectacle d'une comète, ou celui des illuminations d'Ushuaia que l'on croise et dépasse à 4 heures du matin. Gilles vit la Patagonie depuis 10 ans. Même si son port d'attache reste l'île Navarino, c'est un nomade qui a largué les amarres depuis longtemps à bord d'un petit voilier bleu pâle. Je réalise en l'écoutant que la sensation de liberté que j'éprouve durant ce voyage n'est rien en comparaison du mode de vie choisi par ce marin gascon. Je suis parti des Pyrénées, j'avais 18 ans, j'ai eu des problèmes avec la justice, quoi. Je veux dire, j'étais dans des mouvements un peu anarchistes proches du Pays Basque et ça a fini par dégénérer sérieusement. Donc il a fallu partir. Quand tu pars comme ça, surtout quand tu es jeune, tu profites de toutes les opportunités, comme tu es libre et sans trop d'attache, tu profites de toutes les opportunités que te donne le voyage. Tous ceux qui sont partis, qui sont arrivés dans le Pacifique, je crois que c'est définitivement devenu des gitans, quoi. Ils sont, soit ils finissent par rester dans les îles au chaud sous les cocotiers,
soit au bout de 10 ans de cocotier, comme moi, ils décident de faire le pèlerinage jusque dans le Grand Sud ou dans le Grand Nord. Et en fait, c'est comme ça qu'on se retrouve ici. C'est des communautés de gens qui voyagent et qui se retrouvent. Je pense que c'est vraiment sur des modèles nomades qui ont toujours eu cours un peu partout, que ce soit depuis dans les steppes d'Asie ou chez les gitans chez nous. Et c'est vrai que c'est des modes de vie auxquels les gens ne veulent plus échapper au bout d'un certain temps. Et puis après, qu'on aille au sud ou au nord dans le Pacifique, que ce soit l'Alaska et les côtes russes, ou que ce soit la Patagonie, les côtes de Patagonie jusqu'à l'Antarctique, c'est des pays qui sont tellement grands et tellement sauvages qu'on a une diversité d'endroits où on peut s'arrêter pratiquement sans fin, où on peut passer sa vie, quoi. Je crois que s'il faut chercher une différence entre nous et puis des gens qui vivent dans une ville, il n'y en a pas, à part que nous, quand on n'a pas d'argent, on réduit nos besoins. Et que ça c'est la clé de la vérité et du bonheur, quoi. Je veux dire, les gens qui ne sont pas capables de réduire leurs besoins, ils sont morts. On a des budgets qui feraient absolument hurler de rire n'importe quel étudiant qui loue un appartement à Paris. Ou qui le ferait hurler de désespoir plutôt, je pense, parce que c'est des vies qui coûtent pas cher du tout. Je veux dire, je pense que quand même, maintenant, la balle est dans notre camp à nous, c'est-à-dire que plus ils en dépassent et plus les gens qui sont entassés dans les villes, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'âme nomade, moi je m'en rends compte chaque année un peu plus, et qu'en fait, les gens sont tellement conditionnés par les religions, les sociétés, les écoles, à penser matériel, matérialisme et sécurité, que finalement ils finissent par être bloqués. Et moi, ça c'est le genre de choses que j'ai jamais accepté et que j'accepterai jamais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et qui aimeraient bien et qui ne font pas parce que, je sais pas, ils culpabilisent déjà de respirer. Chez les femmes, par exemple, moi je trouve que celles qui sont vraiment extraordinaires, c'est les femmes qui sortent de 3000 ans d'oppression un peu partout sur la Terre et puis qui sont les plus folles, quoi. Je veux dire, les grandes aventurières des années qui arrivent, c'est des femmes. Je veux dire, les hommes, il ne faut pas qu'ils s'endorment. Il faut avoir une capacité à l'insouciance qui est quand même peut-être ça lié à des traits, dans mon cas, des histoires de vie bien particulières et pas forcément très agréables. Parce que forcément, c'est un peu comme les histoires d'amour, ceux qui partent, c'est toujours ceux qui sont mal. Si les humains ils veulent avoir une chance de s'en sortir ici-bas, il faut au contraire, il faut qu'ils bougent de plus en plus. Et un humain est capable de bouger sans foutre la merde. Et je veux dire, il ne faut pas les empêcher, sous quelque prétexte que ça soit, d'aller dans les endroits. Il faut faire confiance aux humains. Un humain qui est informé, c'est un humain qui n'est pas dangereux. Un con, c'est quelqu'un qui ne sait pas. C'est des endroits, quand on les a connus et qu'on les a fréquentés, qui donnent un goût à la vie, un piment aux choses et qui est vraiment extraordinaire. Et après, c'est évident qu'on cherche forcément à reproduire des choses comme ça. Et c'est vrai que chaque aventure est l'occasion de réjouissances extraordinaires et c'est vraiment un plaisir très grand. Et même si très souvent on dépasse toutes sortes de limites, ça reste quand même des choses qui sont à l'image de ce qu'on peut vivre dans ce pays, quoi. Parce que je veux dire, prendre un coup de vent ici, c'est quelque chose à la fois d'éblouissant et de terrifiant. Et c'est vrai qu'à la sortie, dans les rapports humains, ça se sent. S'il faut chercher un mot pour qualifier ce qui se passe ici sur la mer et puis les gens qui sont concernés, c'est vraiment, il n'y a aucune médiocrité. Et ça, c'est quelque chose qui remplace, pour moi, tout le reste. Voilà. Sur le canal de Beagle, un bateau de croisière rentre de l'Antarctique en direction d'Ushuaïa. Je me demande alors si les passagers distinguent mon feu, s'ils se posent la question d'une présence humaine dans cette partie isolée de l'île. De mon côté,
je ne peux pas manquer les illuminations de cette ville flottante. Combien sont-ils à bord? 2000, 3000? Peu importe, ils sont de toute façon plus nombreux que tous les habitants de l'île Navarino réunis. Ce soir, je rêve sous le ciel austral étoilé, comblé et heureux. Mais que je prenne autant de plaisir à être seul me questionne sur le but de cette expérience. Même si je pense à celles et ceux que j'ai laissés en France, je profite pleinement de cet exil. Sans doute parce qu'il est momentané, marqué dans le temps. Qu'en serait-il s'il devenait définitif ? Au sud de l'île Navarino, la piste s'arrête définitivement, là où commence un terrain militaire. Depuis quelques années, Marisol et Amador, un couple de fermiers, ont remplacé les soldats dans cette zone frontière historiquement sensible entre le Chili et l'Argentine. Je ne pourrais pas aller plus loin avec Paloma. J'ai atteint mon bout du monde et rencontré ses habitants. Silencio la isla. Se ven luces, pero... Donde estuve yo se veían luces, pero es real, ¿eh? Es cierto que se ven. Pero nadie, o sea, por lo... ¿Pero luces de qué? En la noche. ¿Pero en el cielo? En tierra se ven. ¿En tierra? Según dice que esos fueron... Según dice que fueron campamentos indígenas. Donde hay oro enterrado de los indígenas que enterraban el oro. ¿Y que la luz provenía de... Dicen así porque son de la tierra? Sí, pero eso se ve, sí, eso es cierto. Yo lo he visto. Pero tú ves una luz en la noche en una distancia y tú no te ubicas nunca dónde es. En la noche es muy difícil que tú te vayas a ubicar dónde es, pues. Sí, claro. Te engaña. Es muy difícil. ¿Es una luz fuerte? No, una luz nomás. Según lo que dicen los científicos, que son naves de otro planeta. Y algo tendría que ser, ¿eh? Son luces fuertes, sí se ven. No, yo no creo que existan los brujos. No creo yo que un ser humano pueda llegar a volar. Por mucho poder que tenga. Yo lo veo imposible. Así que yo creo que son mitos, ¿no? Pero hay gente que le cree, ¿eh? Dice que asegura que es cierto. ¿Tanto poder puede tener un ser humano para llegar a volar? Y los brujos, dice ahí en Barranco Amarillo, Punta Arenas, eso es Punta Arenas, acerquita a Punta Arenas. Las antiguas dice que de ahí se cruzan a Porvenir en la noche. Es como de aquí a ahí, ¿no? En vez de Platini ponemos un brujo. Te queda titular al tiro. ¿Cuántos meses tiene? Un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Y siempre no bebe la leche de la madre? No, la mamá se secó. Yo llegué acá a la isla Navarino el año 91. Llegando uno a la zona de Magallanes, el trabajo es mejor remunerado. Y las condiciones son otras. El trabajador magallánico vive en mejores condiciones que el peón de campo allá en Coyhaique.
Sí. No hay comparación. No hay comparación. Entonces uno no, de volver atrás, ¿para qué? Yo soy un asalariado, hermano. El trabajo que yo hacía antes para una estancia, lo pasé a hacer acá. Imagínate un gallo que se haga un hotel acá, tenga un barco turístico ahí, y en el caso mío yo no lo puedo hacer. Yo cuando mucho puedo tener un bote para ir a la isla y jale. Pero ese es el progreso. Y le da mucho más trabajo a la gente y... O sea, una que ocupa mano de obra y hay desarrollo. Y hay mucha gente que le gusta eso, la tranquilidad. De no escuchar ningún ruido, porque si tú vienes de una ciudad, y claro, para una persona que está acostumbrada al ruido debe ser impresionante no escuchar ningún ruido. Aquí para a una persona así que le gusta escribir o leer, tiene un lugar donde se puede concentrar. ¿Sí? Donde nadie te va a interrumpir. Así que voy a tratar de siempre estar aislado, ¿no? Si tengo que ir más al sur del mundo, iré más allá, ¿no? Remonter vers le nord me fait ressentir l'imminence de la fin du voyage. Pour la première fois en 6 mois, je dois planifier mon parcours, attribuer des dates d'arrivée à des étapes. La sensation de liberté qui s'évanouit doucement annonce un retour à la vie dite normale, plutôt difficile. Je me sens proche de la bascule, du non-retour, tenaillé par l'envie de prolonger l'aventure des lendemains imprévisibles. Je pense alors à toutes celles et ceux dont j'ai croisé la route et qui sont passés à l'acte un jour dans leur vie. Je sais maintenant que si d'aventure je repartais, je pourrais ne plus rentrer. Suerte. Escribir. Sí. Yo voy a enviar un email. Sí, por favor. Gracias de nuevo a todo, Gracias.
Thank you.